Bienvenue à cette semaine à l'école, le balado propulsé par Grand Possible. Si c'est la première fois que vous nous entendez, Grand Possible, c'est une organisation que j'ai fondée qui est là pour outiller le monde scolaire. Puis on le fait de plusieurs façons. On le fait avec Nureka et le logiciel WorkU pour l'aide technologique à l'apprentissage. On le fait avec aidersonenfant.com, l'organisme qui est là pour outiller les parents face aux petits et grands défis de la parentalité. Avec Ancrage pour le bien-être du personnel scolaire et aussi avec le Club des pros pour le développement professionnel. Puis le balado, c'est le fil conducteur qui relie tout ça puis qui permet aux différents acteurs de l'éducation aussi de se parler parce que l'éducation, c'est l'affaire de tout le monde. Et aujourd'hui à l'épisode, avec Caroline Coiré, on plonge dans la surprotection ou la peur d'avoir peur. Puis en deuxième partie, une entrevue sur le terrain avec Pierre Chastenay de l'UQAM, l'homme qui a coordonné la réinvention du bac en enseignement de A à Z. Vous êtes prêts? On commence ça maintenant. Caroline Coiré, intervenante psychosociale, formatrice, autrice, conférencière. Comment vas-tu? Ça va bien, Carlo. Merci de m'inviter. Ça fait plaisir. Tu es une co-animatrice en or. Caroline, 3 nouvelles ont retenu notre attention cette semaine dans l'actualité. La première, c'est aujourd'hui que le gouvernement du Québec dépose son budget. Puis qui dit budget, dit budget en éducation. Qui dit budget en éducation, dit beaucoup de sous. On a vu la semaine dernière, Caroline, une coalition d'acteurs de l'éducation, des syndicats aux gestionnaires du réseau qui sont allés à Québec pour dire, s'il vous plaît, augmentez au moins les dépenses en éducation de 3 %, parce que là, la rumeur qui court, ce serait des augmentations d'à peu près 1,8 %. Mais la réalité, c'est que le gouvernement, entre autres au niveau des salaires, il y a eu une renégociation de convention collective il y a 2 ans, je pense, puis les salaires ont augmenté en moyenne de 3,5 % par année. Et puis ça, c'est 80 % des dépenses du réseau, c'est les salaires. Donc, si les dépenses globales augmentent seulement de 1,8 %, ça veut dire coupure dans tout ce qui n'est pas conventionné. Donc, TES, éducateurs, aide à la classe, rénovation d'écoles, construction de nouvelles écoles, programme de bien-être du personnel, programme de bien-être des élèves, formation, etc., etc. Donc, on va garder les yeux ouverts aujourd'hui, puis on va voir ce qui a été décidé, puis on va voir la réaction aussi du réseau face à ça. La deuxième nouvelle qui a retenu notre attention, Caroline, c'est un sondage mené par CBC News en Alberta. Puis là, y a-t-il des grandes similitudes entre l'Alberta et le Québec? Oui. Puis malheureusement, c'est un peu négatif. Donc, le sondage auprès de 6 000 enseignants en Alberta a montré qu'il y a une fracture grandissante entre les familles et l'école. Les parents qui ont une plus grande méfiance que jamais envers le personnel enseignant, envers leurs compétences, leur capacité à bien accompagner leur enfant. Des fois, les parents reprochent aux enseignants d'être trop woke. Puis à l'inverse, les enseignants, eux, ont une méfiance envers les parents, se sentent pas outillés, se sentent pas soutenus dans leur travail, sentent que critiqués exactement. Puis, tu sais, c'est pas un problème albertain, là, c'est un problème. Non, c'est ça, on le voit ici aussi, là. On le voit énormément ici. Moi, ça fait des années que je dis qu'il y a un mur qui se construit entre l'école et la maison. Puis des fois, on cite des enjeux de sécurité. On protège l'école. On veut pas qu'il y ait d'autres adultes qui rentrent à l'école. Des fois, on cite les parents communiquent pas bien avec les enseignants. Des fois, c'est l'inverse. Mais ce mur-là est nuisible pour tout le monde. Puis tout le monde est perdant quand il y a cette méfiance-là. Oui, puis pour qu'on collabore, il faut que le monde se parle. Puis à éviter de se parler, ça peut juste créer des difficultés. Puis pour travailler avec l'élève, il faut que ce monde-là puisse collaborer, s'entendre, se comprendre. Ouais. Donc, effectivement, quand le mur, comme tu dis, s'installe, ça crée des problèmes. Mais ça, on le voit dans le milieu de l'éducation, mais j'allais plus largement que ça. On le voit dans les camps de jour aussi. On le voit dans les milieux de garderie, CPE. Donc, il y a vraiment une difficulté de collaboration entre la maison et le milieu de vie. Puis souvent, on va citer les parents extrêmes. Tu sais, les parents qui écrivent avec violence ou qui parlent fort puis qui viennent nuire. Ces parents-là, il faut s'en occuper. Mais la grande majorité des parents, tout comme la grande majorité des adultes à l'école, ont une chose en tête, le bien-être de l'enfant, sa réussite scolaire, sa réussite globale. Fait que, faisons en sorte que tout le monde se recentre là-dessus, puis je pense qu'on va être capable d'enlever les briques du mur une à une graduellement. Ça ne sera pas facile, mais cette confiance-là doit être bâtie brique par brique aussi. Oui, c'est sûr. Que l'objectif redevienne de prendre soin de l'élève, remettre l'enfant au centre des priorités. Oui, absolument. Bien d'accord. OK, troisième nouvelle. Celle-là est d'une stupidité hors norme, mais bon. On a peu parlé de Donald Trump au balado pour plein de bonnes raisons. Mais là, on va en parler un petit peu. C'est Trump qui se moque de la dyslexie de Gavin Newsom. Puis ceux qui suivent la politique américaine comme moi connaissent Gavin Newsom. Donc, c'est un démocrate, gouverneur de la Californie, qui est dyslexique, qui en a parlé récemment. Et Trump, avec sa grande
sa grande empathie, sa grande intelligence, dit que il devrait jamais pouvoir devenir président, Gavin Newsom. Et je cite, « Je suis pour les gens avec des troubles d'apprentissage, mais pas pour mon président. Je veux pas de gens stupides comme président. » Évidemment, on connaît Trump, il est dans l'exagération, dans les attaques, dans les surnoms dégradants. Mais j'y accorde pas beaucoup d'attention à ça. Par contre, ça aura des impacts. Tu sais, les gens qui connaissent pas la dyslexie vont faire peut-être, et qui ont tendance peut-être à suivre Trump, vont peut-être faire un lien entre dyslexie et stupidité, entre dyslexie et incompétence. Et moi, je vais juste mettre en exergue ici un rapport d'Ernst & Young, la firme comptable qui ont développé avec Made by Dyslexia, qui est un organisme qui a démontré que les jeunes dyslexiques et les adultes dyslexiques excellent dans 6 grandes compétences. Le raisonnement, la capacité de faire des connexions, l'exploration, la communication, l'imagination et la visualisation. Et ça, c'est les compétences du monde de demain, qui est un monde plein d'intelligence artificielle et d'automatisation. Ils sont outillés, ces gens-là, dans leur cerveau pour faire face aux défis modernes. Donc, tout ce que Trump dit est faux dans ce cas-là, évidemment. Mais je veux juste rappeler aux gens qui nous écoutent, la dyslexie, comme Gavin Newsom l'a dit, c'est un super pouvoir. Oui, puis on parle de lui, là, qui a une dyslexie qu'il aurait pu d'ailleurs cacher. Hein. Donc, oui. Puis bravo à lui de l'avoir nommé pour que les gens puissent s'identifier aussi, puis que nos jeunes qui grandissent puissent dire, ah ben moi aussi je peux aspirer à un travail comme ça, à être comme ça, ils vont se référer à des athlètes, à des présidents, peu importe, mais il faut que les personnes aussi qui ont une posture publique puissent mettre de l'avant aussi que, ben oui, je vis avec telle difficulté, ça ne m'empêche pas de fonctionner. Puis plus les jeunes vont être exposés à ça, mieux ils vont apprendre à composer avec leurs défis. Qui n'en auront pas honte, qui ne se sentiront pas coupables, puis il n'y aura pas de tabou, de préjugés autour de ça. Donc, c'est très grave ce qu'il a nommé. Aujourd'hui, on attaque la culture de la surprotection et de la psychologisation excessive du quotidien. Le stress, c'est un mécanisme de survie, c'est pas une maladie. Caroline, on parle du stress, d'anxiété. Laisse-moi te partir avec 2 statistiques qui font peur. Au Canada, de 2011 à 2018, la proportion d'ados qui ont un trouble anxieux diagnostiqué a doublé, qui est passé de 6 à 12,9% des ados. Puis au Québec, la hausse est aussi significative. Elle est passée de 9% en 2010-2011 à 20% en 2022-2023. Puis là, c'est un ado sur 5 qui aurait un diagnostic là, de trouble anxieux. Oui. Ça fait vraiment peur. Est-ce que notre mode de vie actuel est vraiment beaucoup plus dangereux pour nos jeunes qu'il y a 20 ans, ce qui fait qu'ils ont cette anxiété-là qui est générée chez eux? Non, donc c'est ça. Les données peuvent laisser croire que nos jeunes sont beaucoup plus souffrants qu'avant, ou que notre monde, comme tu sais, est plus dangereux. Mais Sonia Lupien l'a vraiment bien dit, donc je vais la citer. Là. Elle a dit « Nos jeunes sont pas plus stressés qu'avant, sont plus sensibles au stress qu'avant. » Puis ça, ben il y a des causes à ça, bien définies. Ouais. On leur a fait peur avec le stress. Puis même les gens consultent puis nous le demandent. Moi, il faut plus vivre du stress. Mon enfant vit de l'anxiété. Il faut plus qu'il vive d'anxiété. Moi, je veux plus jamais être anxieux de ma vie. Mais c'est un mécanisme de survie. C'est un mécanisme qu'on souhaite. C'est normal, c'est souhaitable de vivre du stress, de l'anxiété. Mais à partir du moment où tu te mets à en avoir peur puis que tu penses que c'est dangereux de le vivre, à chaque fois que tu vis un mécanisme de stress, tu as le cœur qui accélère, la respiration qui accélère, les pensées qui partent un peu en vrille, ben tu commences à penser que t'es pas normal. Donc, la peur d'avoir peur crée du stress. Donc, il faut déconstruire ça là, avec nos jeunes en ce moment. En même temps, je trouve que c'est traître parce que ça fait des 10-20 ans qu'on dit aux parents, qu'on dit même au personnel scolaire de s'intéresser aux émotions de nos jeunes. Est-ce que c'est pas ça qui vient aussi nourrir la bête? Nourrir cette hyper présence du stress dans les vies tout le temps? Et le problème, c'est pas de se demander comment on va. C'est quand l'adulte panique si tu vas pas bien. Donc, si je te demande si tu vas bien, puis là, dès que tu vas bien, c'est comme, ah, ben génial, ça va. Puis dès que tu vas pas, c'est comme, qu'est-ce qui se passe, Carlo? Pourquoi tu ressens ça? Mais là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Viens, je vais prendre ça. Donc, ce qu'il voit, l'enfant, c'est l'adulte qui résonne à son stress puis qui devient paniqué. Donc, nécessairement, ben l'enfant, ben ça doit donc être dangereux de ressentir de la colère, de la tristesse, de la déception, du stress, de l'anxiété parce que mon parent, mon prof, mon éducateur, mon éducatrice panique lui avec. Ouais. Donc, il faut déjà, comme adulte, accepter que l'enfant va vivre des émotions qui sont désagréables puis que c'est correct, c'est pas grave. Donc, ça, déjà, serait une bonne ligne de départ. Là. Nomme-nous peut-être des exemples de
de situations stressantes pour nos jeunes, puis des fois, ce qu'on va faire pour leur faire éviter le stress. Puis en deuxième partie de notre rencontre, on va adresser comment justement adresser ces situations-là pour les parents ou les professionnels qui nous écoutent. Il y en a une que je vais la nommer, là, qui revient tout le temps, c'est les fameuses présentations orales. Oui. Les enfants, beaucoup d'enfants, ça leur crée beaucoup d'anxiété. Oui, mais tu sais, je l'ai vu, ce parti les oraux, je l'ai vu, là, la possibilité de le faire filmer finalement, puis l'enfant va pas le faire, l'oral, il va le filmer, ou il va le faire à la récréation toute seule devant son enseignant. Ou des examens que l'enfant est pas bien dans la classe, donc on va lui demander de le faire à l'extérieur de la classe. Puis là, on parlera tantôt des mesures d'adaptation. Là. Est-ce qu'on est dans une mesure d'adaptation ou est-ce qu'on est dans une mesure d'évitement? On pourra parler de ça. Là. Oui. Donc, on parle des enfants qui chicanent dans le cours d'école. Le moment où l'enfant lève le ton, on intervient tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ici? Là? Séparez-vous ou excusez-vous. Donc, on laisse plus les enfants vivre des émotions puis les gérer. On est super, là, on est rapide sur la gâchette pour intervenir. Ouais. Moi, je pensais le cross-country de mes filles à l'école. À chaque année, moi, je cours avec l'ensemble des groupes. Donc, je fais les 16 groupes. Puis, à chaque année, il y a de plus en plus d'absents la journée du cross-country parce que ça stresse les élèves. Un stress physique, ça va être dur. Un stress de performance, puis un stress de « je veux pas être là si je gagnerai pas ». Ouais. Donc, tu sais, il y a tout ça. Dans ton exemple de cours d'école, là, ça me touche beaucoup parce que, je le dis tout le temps, j'ai 3 garçons, les comportements extériorisés des garçons, des fois, sont plus punis, puis dans le cours d'école, ça se chamaille, ça se pousse, puis là, c'est puni. Les interventions des adultes, trop rapides, ou des fois qui essaient de régler les problèmes à la place des enfants. Oui. On dit tout le temps, les enfants doivent développer leur capacité d'autorégulation, de eux-mêmes gérer leurs émotions. Oui. Mais quand l'adulte arrive avec une solution toute faite, qui est de séparer les enfants ou même de donner des conséquences ou même d'imposer des solutions, bien, on n'est pas dans l'autorégulation. Là. Puis même, je vais aller plus loin, chaque fois qu'on leur vole une situation, on leur vole de la fierté d'avoir surmonté un défi. Ouais. Donc, ça affecte complètement l'estime personnelle aussi. Là. C'est tellement vrai. Chez nous, à la maison, c'est comme ça. J'ai 3 garçons. Quand il y en a un qui se désorganise ou qui est plus en fâché ou en crise, c'est pas long que le feu de paille prend, puis les 2 autres font la même chose. Fait que là, je suis souvent en mode surprévention. Puis mes gars, ils me le disent. Ils me disent, là, papa, t'interviens trop. Là, c'est que là, c'était pas si pire. Là, on va gérer. Laisse-nous aller, là, ça va être correct. Puis là, je dis, oui, mais s'il arrive ça, oui, mais il n'est pas arrivé ça. Puis là, ils ont raison. Ouais. C'est parce que tu vois 10 coups d'avance. Là. Oui, mais des fois, à tort. Oui. Parce que c'est vrai que je leur laisse pas la chance de le gérer. Puis peut-être qu'une fois de temps en temps, ils vont s'insulter ou se frapper, mais s'ils s'auto-gèrent pas, ils apprendront jamais à le faire. Il va toujours falloir qu'il y ait un adulte avec eux, ce qui fait pas de sens. Est-ce que tu sens que les jeunes, mettons, qui ont des diagnostics d'anxiété ou de troubles anxieux, se posent un peu en victime de leur diagnostic? On leur dit tellement « t'es un TDAH », t'es un anxieux, t'es un ci, t'es un ça, qu'ils intériorisent leur diagnostic, puis en font, ça dicte un peu, ou ça dicte leur vie puis leurs décisions en disant, ben oui, mais moi, je suis comme ça. Est-ce qu'on est trop là-dedans? Puis c'est quoi les conséquences de ça? Puis oui, puis ça, je l'entends, là, autant dans les écoles que dans mon bureau, des enfants, puis ça, le TDAH, anxieux, moi, je peux pas faire ça. C'est normal que je suive pas les consignes. Moi, j'ai un TDAH. Oui. Ou, non, moi, tu peux pas me demander quelque chose de nouveau. J'ai un trouble anxieux. Mais ça veut dire qu'on a collé l'étiquette à l'enfant, puis il a intériorisé l'étiquette. Ça, c'est le risque. C'est pas grave de vivre avec un trouble anxieux. On va aider la personne, on va l'accompagner. Oui. Là où ça devient un problème, c'est quand tu deviens ton diagnostic. Ça, c'est vraiment pour n'importe quel âge, là. Mais l'enfant qui grandit en se disant, moi, j'ai des limitations parce que je suis mon diagnostic, c'est très grave pour son développement. Puis, effectivement, que ça va déresponsabiliser l'enfant. Et ça, c'est à raison, à tort, c'est l'adulte qui l'a déresponsabilisé sous le couvert que parce qu'il a un trouble anxieux, on va pas lui demander des choses. Puis après, c'est-à-dire, on va pas l'envoyer dans la gueule du loup en disant, tu sais, ben là, on fait comme tout le monde, puis gère ton stress, tu sais. C'est pas ça. Dis, attends, t'as des défis, mais on va t'aider, on va développer des capacités. Ça veut aussi dire que tu vas vivre du stress. Tu vas encore vivre des défis puis devoir les surmonter. Mais on va mettre des mesures en place, mais on va t'accompagner là-dedans. Allons-y avec « on fait quoi maintenant ». Puis là, on va prendre des exemples que tu as nommés, puis d'autres qu'on trouvera, de situations qui causent du stress à nos jeunes et des réactions des parents ou des intervenants pour faire en sorte qu'ils puissent affronter son stress. Allons-y avec les présentations orales. Que ce soit à l'oral, le cross-country, là, d'annoncer aux enfants que ça va être difficile, que ça se peut, qu'ils vivent des malaises puis que c'est normal.
Parce qu'on va leur demander de faire quelque chose qui va demander des efforts, de la persévérance, d'apprendre des nouvelles choses, puis apprendre quelque chose de nouveau, c'est difficile. C'est attendu. Ce qui est le plus dur dans un processus d'apprentissage, c'est les malaises qui viennent avec. Ça, là, de caler la shot d'avance aux enfants, vous savez quoi? Ça va être difficile. Puis de dire, moi, voici comme adulte, les fois où j'essaie quelque chose de nouveau, puis c'est difficile. Puis là, je sais que je vais vous demander quelque chose de nouveau. Il y en a pour qui ça va sembler super facile. Il y en a pour qui ça va l'être pour vrai. Donc, la première des choses, c'est d'aller normaliser. Tu sais, oui, de lui dire, c'est un défi, puis c'est vrai que c'est un pas pire défi, puis je vais être là pour toi. Mais dis, toi, tu te sens comment avec ça? Tu sais, déjà, on va se coller à son senti à lui. Parce que là, si moi, je me rappelle la fois que j'étais en 3e année, puis j'ai fait un oral, puis que le petit Henri, il a ri de moi dans la classe, là, moi, je vais raisonner à ça. Ouais. Je vais me coller à ce que mes filles vivent, ce que les enfants vivent. Toi, tu vis ça comment? OK. Puis là, considérant que ça va être un bon défi à relever pour toi, je vais être là pour t'accompagner, là. De quoi tu aurais besoin? C'est quoi le plan de match? Tu sais, c'est comme l'enfant quand on y attache les souliers. Des fois, il n'y a pas besoin qu'on fasse la boucle au complet, là. C'est qu'il veut qu'on supervise quand on fait les 2 oreilles de lapin. Puis là, non, là, il est pas capable, on lui fait la boucle. Donc, laisse l'enfant te dire là où il a besoin de ton aide, puis tu vas voir qu'il y a beaucoup plus de compétences qu'il a au final. Puis ça va l'aider, lui, à nommer ce qu'il a besoin aussi, pour pas qu'on devine toujours pour lui. Si on devine toujours pour lui, il n'a pas les capacités de communiquer ses besoins non plus. Donc, la maison, c'est vraiment un endroit, un safe space là, pour le faire. De quoi tu as besoin? Tu le sais pas, on va le trouver ensemble. C'est comment on fait ça, préparer un oral. Puis là, on bâtit où tu as besoin de moi là-dedans, puis comment tu veux que je t'aide là-dedans. Ouais. Je l'ai nommé quelques fois, entre autres, avec aidersonenfant.com, dans des directs qu'on fait pour outiller les parents. Faut pas sous-estimer la difficulté que nos jeunes peuvent avoir à planifier ce qu'ils ont à faire. Ben oui. Ça, c'est anxiogène parce que ils savent où il faut qu'ils se rendent à la fin, mais les étapes pour se rendre là, combien de temps, c'est difficile pour eux. Puis le parent, même l'intervenant à l'école, peut juste poser des questions. Moi, c'est ça que je fais. J'aime ça dire, le rôle du parent, c'est juste d'avoir des bonnes questions, pas nécessairement d'avoir les bonnes réponses. Fait que c'est de dire, OK, ben, qu'est-ce que tu as à faire? OK, tu as combien de jours? C'est quoi les étapes? Puis là, t'aides ton enfant à justement à développer ses fonctions exécutives, puis tu le fais faire sa place. Puis tu dis ça, mais peut-être que le jeune là, qui a de la difficulté à organiser son info, il est comme moi, là, je sais pas comment je vais ramancher ça devant tout le monde, devant la classe, je vais avoir l'air de quoi, je sais pas comment il faut que je dise les choses. Mais quand tu vas le déconstruire, ça va être moins anxiogène, donc la finalité va l'être moins, parce que le jeune qui a de la difficulté à parler devant les autres, par exemple, me dit, OK, s'exposer, toi tu le fais devant le miroir, puis tu te regardes. Des fois, c'est comme, 5 sur 10, je trouve que c'est pas le fun, puis je me trouve pas bon. OK, on va voir. Fait que te filmer, puis après ça, l'écouter. Après ça, juste l'entendre avec tes oreilles en premier. Après ça, t'imaginer que tu le fais. Après ça, le faire au téléphone à ta grand-mère parce qu'elle, t'as tellement confiance qu'elle te juge pas, puis qu'elle est tellement fine. Puis après ça, c'est le pratiquer. Donc, toi, tu comprends? Ouais. Puis ces étapes d'exposition-là vont développer la capacité à parler devant les gens. Il va y avoir des vraies habiletés de développer. J'ai envie de dire, tu sais, puis on le voit, puis là, on parle des enfants anxieux, on parle des enfants TDAH, qui ont un TDAH, pas qu'ils ne sont un TDAH, mais on attend que ce soit dans leur plan d'intervention pour l'enseigner. Puis là, on dit, j'ai pas le temps de leur enseigner à 10, ou tu sais, un sur 4 de la classe, un plan d'intervention, je vais pas me tromper, là, de ce que j'ai de Oui, c'est de 20 à 35 % selon les milieux. Là. Donc, tu sais, t'as pas le temps de l'enseigner à 20 à 35 % individuellement. Ben pourquoi on l'enseigne pas à 100 % en même temps? C'est du temps gagné pour tout le monde, investi. Ils vont en avoir besoin pour toute leur vie. Ça va rendre leur cerveau disponible aux apprentissages. Ils vont mieux gérer les conflits dans le cours d'école. Ils vont avoir moins de comportements externalisés. Donc, c'est bon pour tout le monde, puis c'est bon pour l'adulte qui le fait. Ouais. Il faut banaliser aussi ces événements-là puis ces enjeux-là. Puis l'exemple concret que je donnerais, mes garçons sont allés à l'école alternative, beaucoup de projets particuliers, énormément de présentations orales. Puis c'est tellement fait jeune et souvent qu'il y a relativement peu de stress au début, puis il n'y en a pas du tout après. Ça devient un travail comme un autre. C'est ça, normaliser la prise de parole, puis normaliser que le fait que c'est anxiogène de prendre la parole. Oui, en plus, oui. Parce que moi, quand je fais des conférences aux ados, les mecs viennent me voir après et ils disent « Ouais, mais toi, tu dois jamais être stressé de parler devant le monde. » Je suis comme, si tu savais, à chaque fois avant de commencer une conférence, j'ai le goût de l'annuler. Donc, le stress monte aussi. Puis j'ai du fun quand je le fais. Puis je le dis aux gens, ils font « Ah, même toi, je viens de parler devant toute leur école. » Je vis du stress, mais j'ai des stratégies pour me grounder. Puis ça, j'ai pratique même quand je suis pas stressée pour que ça fonctionne. Donc, j'ai envie de dire ça. Pratiquer des techniques, puis utilisez-les pas juste quand les jeunes vont mal, parce que sinon, ils pensent que c'est eux le problème. Tout le monde en a besoin. Donc, normaliser et le stress et l'anxiété, puis normaliser le fait de prendre soin de nous pour revenir au calme, puis gérer notre niveau de stress.
Et Caroline, quand vient le temps d'enregistrer un balado avec moi, est-ce que tu es stressée, tu veux annuler? Pire, parce que tu es super critique avec moi après. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Toi, c'est l'évaluation post-enregistrement qui te stresse. Mais non, mais à la blague, parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent pas notre relation, mais non, au contraire, mon stress va être moins grand parce que j'ai confiance en toi. Puis j'ai confiance que tu es là vraiment pour m'aider puis me soutenir. Puis si après, je vais comme, hey, ça, c'était-tu vas vraiment prendre soin de moi. Donc, cette confiance-là que celui qui te demande de faire quelque chose a des réelles bonnes intentions envers toi, ça fait toute la différence. Donc, on le dit, on s'écarte un petit peu à la blague tout le temps, mais c'est une belle confiance qui est là. Ça fait un beau mot de la fin. Caroline Coiré, intervenante psychosociale, autrice, formatrice, conférencière, chanteuse peut-être. Merci beaucoup. Non. Merci, Carlo. Merci, Caroline. On connaît l'astronome qui nous a fait aimer les étoiles, mais on connaît un peu moins le pédagogue qui forme ceux et celles qui enseigneront à nos enfants demain. Aujourd'hui, on reçoit Pierre Chastenay, professeur titulaire et directeur de l'unité de programme de premier cycle en éducation préscolaire et en enseignement primaire du département de didactique de l'UQAM pour discuter de la grande refonte du bac en enseignement. Et les enjeux sont grands. Une récente étude du CRIFPE parle d'une chute de 39% du nombre d'inscriptions dans les programmes universitaires en enseignement entre 1996 et 2018 et un taux d'abandon des personnes inscrites autour de 45% en moyenne. Dans ce contexte-là, et considérant les grands défis en éducation, revoir la formation initiale m'apparaît primordial. Pierre Chastenay, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Monsieur Chastenay, je l'ai parlé, vous avez revampé le programme en enseignement préscolaire, en enseignement primaire pour la prochaine rentrée. 2 questions très simples. Pourquoi, puis quels sont les grands changements? Pourquoi? En fait, la première raison, c'est la publication en 2020 par le ministère de l'Éducation d'un nouveau référentiel de compétences professionnelles pour la profession enseignante, qui est un nouveau guide, dans le fond, de ce que devait être la formation des futures personnes enseignantes. On tourne toujours un petit peu autour des mêmes contenus, mais il y avait quand même des choses suffisamment différentes, dont, entre autres, une compétence qui est soutenir le plaisir d'apprendre chez les élèves, qui m'apparaît, moi, très importante, qui a été ajoutée. Qui n'était pas là avant? Pardon? Elle n'était pas là avant? Non, ça n'existait pas sous cette forme-là, ou en tout cas, c'était pas dit de manière aussi explicite que ça l'est dans le nouveau référentiel. Et donc, ce nouveau référentiel-là nous a amené à réfléchir à la façon d'adapter notre programme à cette nouvelle réalité-là. Et compte tenu aussi du fait qu'il y avait eu de grands changements dans la composition des classes au préscolaire et au primaire au cours de la dernière décennie, on sait que le nombre d'élèves avec des plans d'intervention a augmenté de façon assez importante. Et donc, on s'est dit, profitons de cette occasion-là pour revoir l'ensemble de la formation, l'ensemble de l'approche programme, puis on verra où ça nous mène. Ça a été 3 ans de travail. C'est beaucoup de travail de coopération avec les personnes enseignantes, les départements, l'institution elle-même. Et le toujours milieu le ministère aussi qu'on consulte à l'occasion. C'est vrai. Et le monde universitaire n'est pas reconnu pour sa grande rapidité d'ajustement et d'adaptation dans le temps. Je ne dis pas comme une critique, plus que comme une observation. Est-ce que ça a été un long fleuve tranquille ou ça a été quand même laborieux à faire? Non, ça a été un long fleuve tranquille dans le sens où on a eu la collaboration et la coopération de toutes les personnes qu'on a consultées. Puis ensuite, là, il y a tout un processus administratif qui est peut-être plus lourd à l'UQAM qu'ailleurs, quoique je ne peux pas comparer parce que je sais pas comment ça marche ailleurs, mais à l'UQAM, on est beaucoup dans la concertation, la collaboration. Et moi, je dois dire, et c'est un petit peu dommage, c'est que c'est la fin de mon mandat. Mon mandat de directeur se termine le 31 mai prochain. Donc, je suis un peu comme Moïse. Hein, j'ai amené le peuple élu jusqu'au fleuve Jourdain, mais je ne peux pas franchir le fleuve. Ce sera quelqu'un d'autre qui prendra la direction. Je l'ai nommé en introduction. Les défis sont très grands. Ils sont grands à la formation. Les statistiques sont pas toujours reluisantes là, par rapport au taux de décrochage des étudiants universitaires qui font la formation. Et les défis sont extrêmement grands au quotidien pour l'enseignant en classe. Voilà. Les principales modifications ou orientations qui ont vraiment changé dans le nouveau programme, vous les résumeriez comment? En fait, il faut rappeler que c'est un programme de 120 crédits, donc c'est 4 années universitaires. On a aussi un programme à temps partiel qui s'étale sur 6 années. On pourra peut-être en parler brièvement tout à l'heure. Donc, 4 années universitaires, 120 crédits. On doit former à 2 champs d'enseignement qui sont distincts, parce qu'on forme pour le préscolaire et pour le primaire. Puis le préscolaire et le primaire ont chacun leur programme de formation qui est distinct, qui est différent. Puis on doit aussi former des personnes généralistes qui enseignent le français, les mathématiques, l'art plastique, culture et citoyenneté québécoise, sciences, technologies, univers social. Le régime pédagogique au préscolaire et au primaire, il est extrêmement chargé. Donc, chacun des 120 crédits
est très, très en demande au sein d'un programme comme le nôtre. Et on doit faire des arbitrages, c'est clair. Le compromis auquel on est arrivé, puis que je vous décris là dans les prochaines minutes, c'est essentiellement un programme où on a construit l'approche programme en calquant l'évolution ou le cheminement de nos étudiantes et de nos étudiants sur le cheminement des élèves eux-mêmes qui arrivent en maternelle et qui ensuite passent au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle. Donc, à l'intérieur de nos 4 années de formation, la première année, elle est consacrée aux premiers apprentissages, un peu comme pour des élèves qui arrivent en maternelle. Je suis pas en train de dire qu'on va traiter nos personnes étudiantes comme des élèves de maternelle. La première année va servir à mettre en place les fondamentaux de l'éducation. Donc ça veut dire des cours de fondement en mathématiques et en français, qui sont les matières les plus importantes dans le régime pédagogique. On se comptera pas d'histoire, mais c'est vraiment là-dessus que les personnes enseignantes doivent insister. Et puis, toute la première année est consacrée à l'apprentissage au préscolaire. Donc, le stage 1, qui est à l'hiver de la première année, ça va être un stage au préscolaire. Puis, on trouve ça important parce que il y a une chose que l'on réalise peu, c'est que tout le programme de l'éducation préscolaire, il est basé sur l'apprentissage par le jeu. Et on a l'impression qu'avec les jeunes enfants, c'est correct, mais dès qu'on arrive au primaire, le jeu, il faut l'évacuer. Alors que nous, on pense que en mettant en place, déjà en première année de formation de nos personnes étudiantes, une approche où le jeu est central dans les apprentissages des élèves, c'est quelque chose qu'ils vont garder avec elles et avec eux au cours des années suivantes. Est-ce que derrière ça, il y a l'idée aussi de... Parce que ce qu'on entend des fois dans le réseau en général, de la part des enseignants, entre autres, c'est à quel point les jeunes, des fois, n'ont pas la capacité de planification, d'organisation, le contrôle de leurs émotions. Puis aussi de leur montrer que c'est pas parce que tu es en 5e, 6e année que tout ça est acquis, puis c'est une progression et que ça vient avec autant le jeu que le développement, entre autres, des habiletés socio-émotionnelles des jeunes, mais ça commence à 5-6 ans jusqu'à 25 ans, mais ça arrête. C'est pas à 12 ans que c'est mature. Ça va jusqu'à 63 ans, si vous voulez mon avis. C'est intéressant ce que vous dites, puis ça revient à ce que j'allais vous présenter donc pour la 2e et la 3e année. La façon dont on a construit le cheminement, il y a des cours qui étaient normalement des cours de 3 crédits qu'on a scindés en cours de 1 et 2 crédits. Okay. Et quand on arrive en 4e année, avec nos stages que je vais vous décrire tout à l'heure, on a des communautés de pratique. Et au sein de ces communautés de pratique-là, qui réunissent des personnes professeurs, des personnes chargées de cours et des personnes étudiantes qui sont en stage, on revient sur ces contenus-là. Donc, il va y avoir encore des crédits de sciences et de technologie à l'intérieur de ces communautés de pratique. Et là, les personnes étudiantes qui sont en stage, qui vivent une difficulté ou qui veulent mettre en place certaines choses, pourront en parler au sein de la communauté de pratique avec des experts, des spécialistes, puis dès le lendemain, mettre ça en place dans leur classe. Donc, cet aller-retour-là entre la théorie et la pratique en 4e année va être extrêmement intense. Ben oui. Et ça vous montre aussi que dans notre approche un peu spiralaire de l'éducation, on revient sur des contenus sciences, technologies, univers social, gestion de classe. On fait de la gestion de classe au préscolaire primaire en première année. On y revient pour la gestion de classe au primaire, qui est pas du tout la même façon d'aborder des questions de gestion dans un autre cours de 2 crédits. Donc, vous voyez, on a vraiment morcelé les contenus de telle manière à y revenir et les approfondir à chaque fois. Mais la gestion de classe, c'est un thème intéressant parce que autant on peut additionner les connaissances, autant il faut les mettre en pratique pour comprendre leurs limites, pour comprendre soi-même individuellement quelle est notre approche peut-être avec laquelle on est la plus à l'aise et qui a le plus d'impact. Revenez, les communautés de partage de pratiques, c'est extrêmement puissant justement pour faire cette démarche de rétroaction-là puis se remettre en question. Absolument. La gestion de classe, c'est un des plus gros enjeux de tous les enseignants et surtout de ceux qui commencent dans la profession. Est-ce que le nouveau programme ou le programme revampé, au-delà de ce que vous venez de dire, va, vous pensez, permettre aux nouveaux enseignants d'être encore peut-être plus à l'aise ou meilleurs plus rapidement? On espère que oui. En tout cas, on accorde plus de crédits à la gestion de classe dans le nouveau programme qu'il y en avait dans l'ancien programme. Puis il faut dire aussi que dans l'ancien programme, le cours de gestion de classe, il apparaissait, si je me souviens bien, en 3e année. Oui, c'est loin. Or, ça fait déjà 2 ans que nos étudiants sont avec nous, qui vont en stage, qui sont donc en pratique directement avec les élèves. Arriver avec la gestion de classe aussi tard, ça nous paraît comme un non-sens. Alors que là, on va aborder des questions de gestion de classe au préscolaire en première année. On y revient, si je me souviens bien, en 3e année dans notre programme, dans le nouveau programme. Et on va y revenir en 4e année dans le cadre des communautés de pratique, où là, il va y avoir un dialogue entre la théorie et la pratique qui est très, très fort. Pour revenir sur cet élément de dialogue entre la théorie et la pratique, dans le nouveau programme, les stages 1, 2 et 3 de l'année 1, 2 et 3 vont être à l'hiver.
Et on trouvait ça important de les mettre à l'hiver parce que ça permet, durant l'automne, de couvrir des éléments théoriques qui sont importants puis qu'il faut que les étudiantes et les étudiants s'approprient. Et tout ça trouve, dans le fond, son application directe dans le stage qui va suivre. Historiquement, le bac en enseignement préscolaire primaire était la formation privilégiée par une majorité d'adultes pour obtenir le brevet d'enseignement. C'est vrai. En 2026, on a plus de 10 000 enseignants non légalement qualifiés dans le réseau. On a créé des maîtrises qualifiantes, on a créé des programmes rapides menant au brevet. Maintenant, on est officiellement qualifié dans le réseau quand on est inscrit dans une formation rapide, sans même le diplôme, là, au niveau du ministère. Là. Est-ce que vous pensez que la refonte va permettre de régler certains de ces enjeux-là, des formations trop rapides qui, oui, donnent des outils aux adultes, mais pas assez, parce que 4 ans, on ne peut pas le remplacer par 15 crédits non plus. Là. C'est clair qu'on a un problème au Québec de personnes qui ne sont pas suffisamment qualifiées pour enseigner, mais en même temps, c'est ça ou personne dans la classe. Alors, il faut aller au plus pressé. Nous, la décision qu'on a prise au sein du programme, c'est de créer en parallèle du programme à temps complet, donc 4 années universitaires, on a créé un programme à temps partiel qui est la même approche programme. Ce sont les mêmes cours dans le même ordre, sauf qu'ils sont offerts à raison de 2 cours par trimestre sur 3 trimestres par année, automne, hiver, été, et ils sont offerts le soir et la fin de semaine. Mais l'idée derrière ça, c'est de permettre à des personnes qui sont justement des enseignantes et des enseignants non légalement qualifiés de venir suivre une formation universitaire qui va les mener au brevet d'enseignement. Et pour respecter leur capacité leur capacité d'apprentissage, parce que ces gens-là travaillent, ils ont des familles, on peut pas leur demander de faire 4 ou 5 cours par trimestre. Non. Ça, c'est notre réponse au sein du programme EPEP à cet enjeu des personnes enseignantes non légalement qualifiées. Puis d'ailleurs, pour ces personnes-là, les stages sont remplacés par des pratiques supervisées. Donc, on accepte les contrats que ces personnes-là ont déjà. Souvent, ce sont des contrats à temps plein durant une année scolaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les voir dans leur classe. On va faire des supervisions dans leur classe. Et puis, si ces gens-là sont capables de nous démontrer le développement de leurs compétences selon les attentes de chacune des pratiques supervisées, ben, elles continuent de cheminer dans le programme. Et puis, on s'assure comme ça d'avoir un minimum de supervision et un minimum de survol académique sur la formation de ces gens-là. Et là, moi, je vais faire une pierre deux coups avec ma dernière question. On parle à l'homme de science, on parle d'intelligence artificielle à tous les jours dans tous les milieux. Comment est-ce que l'intelligence artificielle s'insère dans le programme qui forme nos futurs enseignants et dans leur vie à eux aussi comme professionnels après? Comment vous avez géré cette nouvelle réalité-là? Ben, on la gère pas encore vraiment, dans le sens où c'est tellement nouveau. Oui, on en parle depuis plusieurs années, mais je veux dire, là, on voit on est dans la vague, là, on est vraiment submergé par la vague. Je suis pas nécessairement d'accord avec celles et ceux qui disent qu'il faut bannir l'intelligence artificielle des salles de classe, parce que de toute façon, on sera pas capable. C'est comme coup d'épée dans l'eau. C'est comme bannir Internet aussi, là. Tu sais, ben oui, exactement. C'était pas une bonne idée, puis ça n'aurait pas fonctionné. Ça n'aurait pas fonctionné. Puis d'ailleurs, on sait que c'est très utile, Internet, en éducation, donc pourquoi s'en priver? Je pense que ce qu'il va falloir faire, mais je ne sais pas encore comment, ni de quelle manière, ni à l'intérieur de quel cours on pourrait le faire, mais il faut former nos personnes étudiantes, nos futures personnes enseignantes, à la bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Là, un des enjeux qu'on a en ce moment, ce sont les étudiantes et les étudiants qui utilisent l'IA pour tricher. Et là, on doit mettre en place un certain nombre de façons de contrecarrer ça, que ce soit des examens écrits à la main, en présence à l'UQAM, ou des travaux où on permet l'usage de l'intelligence artificielle, mais ça doit être transparent. Alors, l'étudiante ou l'étudiant doit nous dire, j'ai fait écrire le texte par l'intelligence artificielle, puis je l'ai retravaillé pour l'adapter en fonction du contenu spécifique sur lequel je devais travailler. Alors, il y a des façons de passer outre et puis de s'assurer que la tricherie n'est pas prévalente. Mais ça, c'est un enjeu minime dans l'immense enjeu de qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle en éducation. Je vous dirais que le jury est encore en train de débattre là, sur la meilleure façon d'aborder ces questions-là, mais c'est sûr qu'on s'y penche. Pierre Chastonnet, merci beaucoup. Je vous en prie. Un seul mot relie tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est la confiance. Celle qu'on n'ose pas donner à nos enfants, celle qu'on a perdue entre l'école et la maison, puis celle qu'il faut bâtir entre collègues pour changer les choses. Puis la confiance, mais ça se décrète pas, ça se construit. Un geste à la fois, une brique à la fois. Si l'épisode vous a parlé, envoyez-le à une personne
qui, cette semaine, a hésité entre protéger ou faire confiance. Merci à Caroline Coiré, merci à Pierre Chastonnet. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode du Balado. Prenez soin de vous.